Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Au programme aujourd'hui, de la gynéco. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît particulièrement et que vous me demandez régulièrement, et donc vous allez être exaucé. Si cette chaîne vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, une chaîne où on parle de cas cliniques réels et authentiques d'un cabinet de médecine générale. Ben, forcément que quand vous demandez des sujets, ça dépend s'il y en a en ce moment en consultation, on n'est pas responsable de ce que les patients nous amènent, bien évidemment. Pareil sur le Facebook, un like, abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis au moment où je fais la vidéo, votre formation d'initiation à l'échographie est toujours offerte. Le lien est dans la description, il suffit de cliquer dessus pour me rejoindre dans une formation pour apprendre à utiliser son appareil d'échographie. Et puis je l'espère vous aider à vous mettre vous aussi à l'échographie parce que c'est un outil absolument merveilleux qui rend énormément de services à nos patients tous les jours. Alors, on va parler aujourd'hui du cas d'une petite jeune fille de 13 ans qui présente des douleurs, on va dire hypogastriques fossilia gauche chroniques, principalement avant ses règles, qui semblent s'accentuer un peu ces derniers temps et qui inquiètent la maman. Et voilà, et la maman aimerait bien qu'on regarde. Alors, effectivement, à la palpation, eh bien, on va dire que la fossilia gauche est sensible. Euh, et donc, je me suis dit, autant mettre un coup d'échographie vu que l'appareil est toujours allumé à côté de la table d'examen. C'est un bon conseil que je vous donne. Si vous voulez progresser en échographie, eh bien, il ne faut pas hésiter à scanner beaucoup et souvent. Et donc, eh bien, la première chose à faire en arrivant, c'est d'allumer son appareil d'échographie. Comme ça, quand un cas clinique se présente, eh bien, vous aurez tendance à mettre facilement un petit coup de sonde et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc on va poser la sonde, eh bien, comme d'habitude, sur la zone douloureuse. Donc d'où l'importance de faire un examen clinique avant. Vous repérez la zone la plus douloureuse à l'examen clinique. C'est très facile, ça prend quelques secondes et vous posez votre sonde exactement à cet endroit. Et voici la première coupe qu'on obtient. C'est des cas cliniques réels et authentiques et c'est vraiment la première coupe que j'ai obtenue. Donc on remarque qu'on a quelque chose d'anéchogène, de vraisemblablement liquidien, euh, puisqu'on a quand même un important renforcement postérieur. Et je m'arrêterai là en termes d'analyse, parce que mon deuxième bon conseil de cette vidéo, c'est que vous devez systématiquement ajuster votre image avant d'en tirer des conclusions. Vous ne devez pas, à mon sens, vous baser sur les presets. Les presets, c'est quelque chose de réglé de façon générale, c'est pour vous faire gagner du temps, c'est-à-dire que quand vous utilisez un preset, ben, vous n'aurez jamais une image catastrophique, mais d'un autre côté, vous n'aurez jamais non plus une excellente image pour pouvoir analyser finement. Et on sait que l'échographie, eh bien l'analyse doit être fine, parce que c'est difficile, donc ajuster votre image. On va donc ajuster notre image, et puis voilà ce qu'on va obtenir un petit peu en vidéo, et on va l'analyser ensemble. Donc on a le renforcement postérieur est moins visible, évidemment. Par contre, on a un petit peu plus de détails au niveau de la masse. Donc on remarque qu'on a effectivement une masse qui est anéchogène, avec un contenu qui est globalement hétérogène. On a on dira des travées, des lignes hyperéchogènes au sein de la masse. On remarque qu'on a une paroi qui est bien visible, qui est quand même relativement épaisse, un peu irrégulier ici, un petit peu irrégulier en bas en termes d'épaisseur. Au sein de la masse, bon, une image plutôt, oui, on va dire plutôt hypoéchogène avec ponctuation hyperéchogène et ça commence déjà à nous donner une petite idée. La localisation de la masse, eh bien, elle est juste à proximité des vaisseaux iliaques qui sont présents ici. On est sur le côté de la vessie, donc vraisemblablement une masse qui correspond, eh bien, qui correspond à un ovaire, un ovaire qu'on a vu passer d'ailleurs temporairement ici sur le côté. Donc on a une masse ovarienne plutôt kystique, hétérogène avec travée hyperéchogène, renforcement postérieur et parois épaisses. On va mesurer cette masse. On a une masse qui mesure ici presque 5 cm de diamètre. C'est important. Remarquez ici, ce sera un petit peu important pour la suite, cette zone un peu hyperéchogène dans la paroi. Voilà. Et puis remarquez bien ici, on les voit très très bien, ces lignes hyperéchogènes et ces petites ponctuations hyperéchogènes qu'on verra mieux tout à l'heure en vidéo. Toujours la règle de base, réaliser un Doppler sur toutes les masses, en particulier ovariennes, parce que les masses ovariennes, c'est très trompeur. Il y a des gros risques. Bon, là, c'est une patiente jeune, mais si vous faites des découvertes de masse sur une patiente plus âgée, eh bien, il y a des gros risques, bien évidemment,
de lésion tumorale, hein. Donc on va réaliser un Doppler. Ici, il s'agit d'un Doppler puissance un peu particulier qu'on appelle le SR-Flow qui permet d'augmenter la résolution spectrale du Doppler et donc sa qualité. On voit que les vaisseaux iliaques, bien évidemment, vont s'allumer fortement, surtout que le Doppler est poussé, hein. Vous remarquez qu'il y a quand même de l'artefact un petit peu, notamment ici, hein. On a l'impression que cette image pétille un petit peu de couleur, c'est normal. Quand vous allez réaliser un Doppler, notamment de lésions tumorales, il faut obligatoirement pousser son Doppler dans ses retranchements, euh, pas pour avoir une qualité de Doppler idéale, puisque là on voit que le Doppler bave, hein, mais pour être sûr qu'au sein de la masse, il n'y a vraiment pas de circulation, même minime, et très lente. Donc remarquez encore une fois, hein, ces ponctuations qu'on voit très bien ici, ici, et puis qui alternent entre des points hyperéchogènes et des lignes hyperéchogènes, hein. Ici une ligne hyperéchogène, ici des points hyperéchogènes. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient comme Doppler, hein. Donc bien évidemment une circulation qui a l'air un petit peu périphérique, mais en tout cas aucune circulation au sein de la masse. Donc absence vraisemblablement de signes de malignité ou de signes inquiétants en termes de vascularisation. On va réaliser bien évidemment un double quadrillage, hein. Toutes les masses lésions repérées en échographie doivent toujours être analysées selon plusieurs plans de coupe. Remarque, les différents plans de coupe vont nous informer sur le contenu de la masse, puisque ici, sur une coupe un peu plus sagittale, vous voyez qu'on a aligné un petit peu plus les vaisseaux iliaques, eh bien on remarque ici des lignes un petit peu toutes dans le même sens, avec des petites ponctuations hyperéchogènes aussi. Quand on change de sens, eh ben, on remarque encore une fois ici ces lignes et ces petites ponctuations. On a des parois par certains endroits un peu plus échogènes. En tout cas, en arrière de la masse, pas de cône d'ombre. Alors, vous l'avez compris, il s'agit ici d'un kyste dermoïde ou tératome mature, hein. Ça veut dire exactement la même chose, hein. C'est un petit dessin ici de kyste dermoïde. Alors, les critères pour faire le diagnostic d'un kyste dermoïde, les critères d'imagerie, mais on parlera après de la notion de diagnostic, eh bien, ils sont les suivants. La présence de lignes ou de points hyperéchogènes qui vont s'entremêler, hein, puisque en fonction du plan de coupe, vous allez avoir ou des points ou des lignes, et un mélange des deux sur une image prise de façon globale, qui correspondent en fait à du tissu conjonctif, hein, le plus souvent des poils et des cheveux. Les nodules de Rokitansky, qui sont en fait des lésions hyperéchogènes qui vont se localiser au niveau de la paroi, qui vont un peu épaissir la paroi et qui sont en fait des accumulations de sébum, mais qui peuvent être également des accumulations d'os ou éventuellement des touffes de cheveux également. Alors si on a quelque chose de calcique, eh bien on va avoir bien évidemment la possibilité de voir des cônes d'ombre postérieurs dans les kystes dermoïdes. C'est assez fréquent. Ici dans l'image, il n'y en avait pas, hein, je vous l'ai spécifié. On peut avoir des lésions qui vont être liquidiennes avec des kystes au sein de cette zone hétérogène centrale. Et puis, bien évidemment, et c'est très important, on a insisté dessus, absence de flux en Doppler. Ici, donc, un petit peu la synthèse de cette image avec ces petites lignes ici qu'on remarque au niveau de la lésion, des zones un peu plus, qui semblent en tout cas plus anéchogènes et plus liquidiennes, des ponctuations ici, un épaississement ici au niveau de la paroi, un peu hyperéchogène. On pourrait se demander ici si c'est pas une zone un peu calcifiée, type dentaire ou osseuse. On peut trouver des dents dans les kystes dermoïdes. Voilà, hein, donc le renforcement postérieur qui nous montre la nature kystique de la lésion. Voilà donc au niveau de cette lésion qui pour moi est un kyste dermoïde, et j'insiste sur pour moi, puisqu'il est très important de mettre dans vos comptes rendus d'imagerie, en tout cas c'est ce que je vais vous conseiller, cette petite phrase consacrée: l'échographie ne réalise pas de diagnostic histologique, puisque jusqu'à preuve du contraire, aucune biopsie n'a été réalisée sur la lésion. Donc, vous ne pouvez pas être certain qu'il s'agit d'une lésion bénigne, même s'il n'y a pas de circulation en son sein. Vous ne pouvez pas être certain qu'il s'agit d'un kyste dermoïde à 100%. Il y a toujours un risque de se tromper, hein. C'est un faisceau d'arguments en termes d'imagerie, mais bien évidemment, c'est le microscope qui a toujours raison. Et donc, le diagnostic réel et final de cette lésion ne sera réalisé qu'après célioscopie et analyse anatomopathologique.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cas clinique vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre un bon commentaire parce que vraiment, ça me fait très plaisir de vous lire. Même chose sur le Facebook et puis votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Donc pour vous y mettre vous aussi, eh bien, cliquez sur le lien et puis lancez-vous. L'échographie, c'est extraordinaire, c'est formidable. À très bientôt sur Ecomap. Bye bye.